RC One vous est présenté par Horizon Hobby, rcteam.fr, le magasin en ligne dédié à la voiture RC, et Mini Planes, le leader du modélisme en France. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC One, l'émission du modélisme radiocommandé. Ce mois, nous allons parler de Drift RC à l'occasion de la deuxième manche du Challenge Grip 0 qui s'est déroulé à Roanne. Des battles, de la glisse et de très belles carrosseries, c'est ce que vous allez voir juste après le sommaire. Au sommaire ce mois, une machine insolite et géniale, l'Oxy 05, un petit paramoteur indoor. À l'approche de l'été, nous avons essayé un offshore prêt à naviguer et survitaminé, le Miss Gecko 29 brushless. En voiture RC, vous découvrirez les deux voitures en 1/14e de chez Vatera RC, le Kemora et le Kalahari. Enfin, nous parlerons de Drift RC avec la deuxième manche du Grip 0. Poétique, facile et addictif, ce sont les termes qui pourraient qualifier l'Oxy 05, un petit paramoteur dédié au vol indoor. Le constructeur de cette machine est Opal Paramodel, une marque française qui conçoit et qui fabrique ses modèles à Boulogne-sur-Mer. Une entreprise qui a inventé en 2009 cette nouvelle discipline, le parapente radiocommandé. Pour essayer l'Oxy, nous avons été accueillis par le Rouennais Agglomération qui a mis à notre disposition la halle André Vacheresse, une salle dernièrement rénovée dans laquelle évolue la Chorale de Roanne, une équipe de basket de Pro A. Le fonctionnement d'un paramoteur est simple et seules deux voies sont nécessaires. Pour virer, on freine un côté de l'aile en baissant le bord de fuite, l'arrière de l'aile, via les commandes que l'on appelle frein. Pour monter ou pour descendre, il suffit d'agir sur la commande des gaz. Comme son nom l'indique, l'Oxy 05 est une voile de 50 cm², de type monopo, c'est-à-dire sans intrados, formant habituellement les caissons. Étant toujours en appui sur la masse d'air, cette voile flotte en permanence. L'aile est très réaliste et la fabrication de très bonne qualité. Les deux freins de commande sont noués au palonnier de deux micro-servos de 2,2 kg. Cette fixation sommaire permet des réglages faciles et rapides. La nacelle compatible avec l'Oxy 05 est un châssis en époxy, équipé d'un petit moteur brushless de 63 watts et d'un contrôleur de 10 ampères. La procédure de décollage est très simple, après avoir mis les gaz à mi-course, il suffit de lever l'aile au-dessus de sa tête pour déposer le paramoteur dans les airs. Il est très important d'être précis et doux sur la commande des gaz pour éviter l'effet de balancier qui pourrait ramener rapidement votre paramoteur sur le plancher des vaches. Dans les airs, l'Oxy est magnifique et très réaliste. Le vol est sans reproche en intérieur et lors d'une journée de pétole, une petite escapade dans le jardin est aussi possible. Essayer l'Oxy, c'est adopter une nouvelle discipline facile, amusante et unique. Si vous possédez un ensemble radio, l'Oxy 05 vous coûtera 350 €. Un prix sans reproche, comme les produits conçus par Opal Paramodel. C'est aussi le prix pour pouvoir goûter au plaisir de sortir un engin volant de son sac à dos. Nous vous proposons ce mois un essai couplé avec les deux voitures au 1/14e de chez Vatera RC. Le Kemora qui est une réplique de rallycross et le Kalahari qui semble plutôt destiné à des spéciales de rallye raid. Le châssis et l'équipement sont les mêmes pour les deux véhicules qui se différencient uniquement par leur carrosserie et leurs pneus.
Ces voitures sont deux petites bâcheuses, des voitures faites pour rouler partout, aussi bien sur le bitume qu'en hors-piste. Le Kémora et le Kalahari possèdent une transmission métal à 4 roues motrices, avec un cardan central relié au moteur via un slipper. Le slipper, qui permet de protéger la transmission lors d'un blocage, était desserré sur l'une de nos voitures. C'est un point qu'il vous faudra vérifier lors de la première mise en route. Les composants internes sont identiques au reste de la gamme Vatera, du Dynamite pour la motorisation brushless de type 380 et du Spectrum pour la radio avec l'habituel interrupteur à 3 positions qui permet de brider la puissance des voitures. Une puissance qui est plus que satisfaisante, même avec la QNIMH d'origine. Notez que l'utilisation d'un accu LiPo est aussi possible, puisque le contrôleur des deux voitures est compatible avec ce type de batterie. Les carrosseries sont de très bonne qualité et nous avons beaucoup apprécié les protections du châssis, qui renforcent l'esthétique des voitures et qui les protègent efficacement. Grâce aux fixations scratch, la manipulation de ces coques est très facile. Ces voitures sont à l'aise sur tous les terrains, terre, bitume et herbe rase, même si curieusement, le Kémora n'est pas au mieux de sa forme sur l'asphalte. La souplesse de ses suspensions et de ses différentiels font perdre de l'efficacité au train avant. Malgré la petite taille des amortisseurs, les débattements sont importants et le comportement sur les sauts est parfait et bien meilleur que celui des Mini de chez Traxxas, les best-sellers de la catégorie. C'est à basse vitesse que nous avons découvert le seul défaut de ces voitures, le moteur qui a une tendance au cogging, de légères saccades qui sont provoquées par le glissement du rotor par rapport au stator. Un défaut que l'on oublie rapidement puisque c'est à pleine vitesse que l'on a aimé faire évoluer ces petites bombes. Nous avons beaucoup apprécié leur polyvalence sur les différentes surfaces de notre essai et leur bouille attachante. Ces voitures sont vendues 250 €, prêtes à rouler, et rien ne manque dans les belles boîtes de chez Vatera, pas même les couronnes de rechange, un très bon point. Seule votre préférence esthétique vous permettra de faire votre choix entre ces deux voitures, qui possèdent en elles les gènes du Mini 8, une référence dans cette échelle et qui peut être l'argument choc pour se laisser tenter. Nous avons suivi ce mois la deuxième manche du Grip 0, un challenge qui réunit chaque année les drifters français depuis 2006. Le Drift RC passionne de nombreux modélistes, un engouement que l'on doit au plaisir du pilotage et au réalisme des voitures. Si de nombreuses marques de châssis sont représentées dans le challenge Grip 0, c'est bien la marque Yokomo qui compte le plus d'adeptes. Une référence mondiale dans le domaine du Drift RC et qui intéresse la plupart des optionneurs. Peu distribuée en France, cette marque est tout de même disponible chez Asia Racing Team, partenaire du challenge. Johan Vermès nous parle de son châssis Yokomo et de la tendance actuelle en termes de motorisation. Donc c'est un Yokomo DRB. Donc c'est un premier châssis drift de chez Yokomo, mais en courroie bien sûr. Parce qu'avant ils étaient très typés sur les cardans. Donc un châssis assez low profil. Donc le châssis vraiment bien réparti. Donc moteur derrière le train avant, la batterie en long, juste devant la cellule arrière. En ce moment, la tendance est quand même donc, sur les moteurs brushless, ce qui au niveau d'entretien quasi zéro. Et on va s'orienter vers un 10,5 qui est en rapport à peu près avec 4000 kV. De nouvelles marques apparaissent dans le monde du drift avec des châssis spécifiques comme Max Speed Technology qu'utilise Kevin Jarigi. Donc je roule avec un châssis qui est un MST, donc c'est Max Speed Technology. C'est un châssis qui est thaïlandais. C'est une marque qui est assez récente, elle a été créée il y a 1 an et demi à peu près. C'est une marque qui ne cesse de développer, ça a commencé avec des petits châssis. Puis j'ai pas mal optionné celui-là pour qu'il soit au goût du jour. Oui, j'ai travaillé à l'arrière sur les suspensions, je regarde pas mal les blocs japonais, thaïlandais. Ils sont toujours au fût des dernières nouveautés, des réglages, des setups, tout ce qu'on peut.
Donc je me suis inspiré de certains réglages que j'ai pu voir, des modifications apportées au châssis. Et j'ai réalisé ce travail sur suspension arrière avec une barre de stabilisation. Donc en gros, quand j'ai une suspension qui travaille, il y a l'autre qui est au repos. Et apparemment ça améliore le comportement à l'arrière sur le châssis, il y a une meilleure traction. Et ce qui permet d'avoir un meilleur grip, une meilleure vitesse et beaucoup plus précis dans la glisse. Jusqu'à présent, les voitures de drift RC, et contrairement au modèle grandeur, étaient des 4 roues motrices. Il y a aujourd'hui de plus en plus de puristes qui tentent l'aventure du drift RC en propulsion, comme Melvin Argento. En effet, il y a quelque chose qui arrive depuis quelques temps dans le monde du RC Drift, c'est la propulsion. Et on va dire que pour l'instant, officiellement, je suis à peu près tout seul à rouler avec. Et il y a plusieurs châssis qui arrivent, donc on commence avec des Sakura D3 et il y a le FRD, conversion de chez Wrap-Up Next pour les Yokomo. Et au Japon, c'est déjà beaucoup plus démocratisé, ils ont déjà 4 championnats. Là, ça commence tout doucement en France. Donc les conditions pour rouler en propulsion par rapport à une 4 roues motrices, c'est qu'il faut changer tous les paramètres. Donc en 4 roues motrices, on accélère quand le cul part parce que le train avant va le rattraper. En propulsion, c'est comme une vraie. Quand le cul part, on lâche les gaz et il regrippe. Et si on veut qu'il parte, on accélère. Par rapport à une 4 roues motrices, il y a les pneus qui jouent beaucoup. Donc là, par exemple, j'ai des pneus soft à l'arrière et des pneus semi-durs, voire durs à l'avant, pour perdre un peu de grip sur l'avant, pour permettre une glisse régulière. Ensuite, en 4 roues motrices, il n'y a pas vraiment d'influence puisqu'on a les 4 roues qui aident beaucoup. Avec un propulsion, on roule presque 2 fois moins vite. Ça correspond à une glisse avec des pneus super durs en 4 roues motrices. Du coup, quand il y a des sessions avec des pneus RC Art, j'arrive à les suivre, mais sinon c'est pour l'instant pas possible parce que personne n'est au point à ce niveau-là, on va dire. Terminons cette présentation technique de la discipline par les carrosseries, un élément très important en drift RC dont la finalité est avant tout le réalisme. En drift, la carrosserie c'est quelque chose de très important parce qu'on essaye de reproduire au maximum ce qui se passe à l'échelle 1. Le drift est né au Japon il y a quelques années, donc on fait en général des carrosseries japonaises, des carrosseries assez anciennes et puis des carrosseries très récentes. Et on essaye d'essayer de pousser le réalisme de la carrosserie le plus loin possible pour toucher au plus proche de la réalité, comme en pilotage en fin de compte. Ce sont des carrosseries en Lexan à la base de travail, donc des carrosseries en plastique transparent, un plastique souple. Donc il y a beaucoup de travail dessus à faire au niveau peinture, déjà parce qu'on ne peut pas rouler avec des carrosseries transparentes, c'est pas du tout joli. Donc déjà ça c'est la base de travail effectivement. On rajoute effectivement des accessoires sur les carrosseries. En général, il y a des accessoires qui sont fournis par les fabricants, comme les rétroviseurs, les pots d'échappement. Parfois, on les fabrique à la main pour rendre peut-être aussi certains accessoires plus réalistes. Des stickers, des LED pour les feux. Là, sur la mienne, j'ai rajouté donc des mini GoPro. Et celle-ci, donc, c'est une réplique d'un modèle existant de Frédéric Hasbo. Il y a plusieurs fabricants en carrosserie. Il y a Yokomo, Tamiya, puis des marques un petit peu plus exotiques qui arrivent sur le marché, comme Delike, Pandora RC, ABC Hobby qui existe aussi depuis quelques temps. Voilà, et puis donc il y a aussi malheureusement quelques contrefaçons, mais ça permet aux moins fortunés de s'entraîner à faire des carrosseries. En RC, il y a les plots de carrosserie qui dénaturent malheureusement la carrosserie. Donc on essaye de faire des systèmes qui rendent la fixation de la carrosserie invisible. Il y a les systèmes à scratch qui sont apparus il y a quelques temps, et malheureusement ça tient pas très bien. De plus en plus ce qu'on voit venir, ce sont des systèmes à aimant. Donc ça tient assez bien, quand la carrosserie se détache, elle revient automatiquement en place, donc c'est très pratique. Et surtout, on ne voit plus ces plots de carrosserie qui sont très disgracieux. Le challenge du Grip Zero oppose les pilotes dans des battles, comme nous l'explique Pierre Texier, un organisateur. Donc le Grip Zero, c'est une compétition de RC Drift au 1/10 qu'on organise depuis 2006. Et donc c'est une compétition qui est amateur, mais qui regroupe tous les drifters français. Et on l'organise 4 manches en fait à travers la France. Donc les 2 catégories du challenge sont les pros et les experts. Donc lors de chaque battle en fait, il y a 2 passages. Donc chacun à son tour va passer devant, afin de mettre les 2 pilotes en équité parfaite. Ce qu'on cherche, c'est que le pilote en fait, il fasse une bonne trajectoire, la meilleure trajectoire que les juges ont définie en fait. Donc au niveau de la trajectoire qu'on recherche en fait, sur la piste, ça va être matérialisé par des repères ou là actuellement des traces de craie. Et donc c'est vraiment la trajectoire qu'il faut rechercher le plus possible.
La finale pro opposait Julien Vermard à Jean-Philippe Junot. Et c'est Julien qui part devant sur le premier tour. Les deux pilotes ne commettent pas d'erreur et Philippe, sans coller la voiture de devant, met tout de même la pression à Julien. Le deuxième tour est similaire et les pilotes sont proches jusqu'à l'avant-dernière marque que rate Julien et qui permet à Jean-Philippe de remporter sa première finale du jour. On retrouvera Jean-Philippe en effet en finale expert face à Johan Vermès. Rien ne permettant de les départager sur les deux premiers tours, les juges ont demandé un one more time de tours supplémentaires. En suiveur, Johan ne commet aucune erreur, malheureusement. Il rate les deux premières marques du deuxième tour et laisse échapper la victoire à Jean-Philippe Junot, qui remporte après un sans faute cette manche rouennaise. La troisième manche du Grip 0 se déroulera à Orléans les 29 et 30 juin prochains et la dernière à Thiers début novembre. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur cette discipline, rendez-vous sur le site incontournable vers lequel convergent tous les passionnés, rcdrift-fr.com. Le Miss Gecko est un des offshore les plus rapides au monde. Équipé de 2 turbines Lycoming, il peut atteindre les 330 km/h. Proboat, fabricant de bateaux RC, propose dans son catalogue une reproduction de ce célèbre catamaran en 3 tailles, 17, 24 et 29 pouces, soit 43, 60 et 74 cm. C'est le Miss Gecko 29 brushless, le plus grand modèle de la gamme que nous avons essayé ce mois. À l'ouverture de l'immense boîte, on découvre le bateau avec une très belle coque en fibre de verre et sa décoration flashy qui est une reproduction sous l'essence du modèle grandeur. Pour accéder aux éléments radio et à la motorisation du Miss Gecko, il faut d'abord ôter le capot, puis une protection en plastique. On découvre alors les entrailles de ce offshore avec son moteur brushless de 1500 kV qui est relié à l'hélice par un flexible. Ce moteur version marine et son contrôleur sont équipés d'un système de refroidissement à eau comme tous les modèles destinés à la navigation. Sur cette dernière version du Miss Gecko, il s'agit d'un ensemble Dynamite beaucoup plus fiable que le combo des premières versions. Le récepteur est aussi une version marine et donc parfaitement étanche. Les supports en bois pour les accus se trouvent de part et d'autre de la platine principale. C'est en 4S, c'est-à-dire avec 2 accus de 7V4 branchés en série, que nous avons fait naviguer notre Miss Gecko. Nous avons tout de suite été surpris par l'accélération et la vitesse de ce offshore. Ce bateau est très stable et le pilotage est facile. Il vire aussi bien à basse qu'à haute vitesse et la prise en main est évidente, ce qui devrait plaire aux néophytes. Avec du vent et une houle un peu forte, les conditions n'étaient pas idéales sur le plan d'eau de notre essai. Ces conditions nous ont permis de pousser notre Miss Gecko dans ses derniers retranchements et notre premier retournement nous a rappelé qu'il est important d'avoir un moyen de récupération quand on fait du bateau RC. Après avoir laissé les courants ramener notre offshore sur la berge, nous avons pu vérifier son étanchéité. Un très bon point pour ce bateau, l'écopage a révélé une très faible quantité d'eau à l'intérieur. Le principal défaut que nous ayons relevé durant notre essai concerne la fixation des supports d'accu. Les 2 platines étaient décollées, nous ne pouvons que vous conseiller de consolider la fixation en sortie de boîte. Si pour les modélistes avertis, le comportement du Gecko n'est pas exempt de tout reproche, c'est un excellent bateau pour s'initier et progresser dans le monde du offshore RC.
sain et rapide, le Miss Gecko 29 qui coûte moins de 400 € pourrait intéresser bon nombre de modélistes à l'approche de l'été. Le scale est une discipline qui passionne de plus en plus les modélistes et dont l'objectif est de reproduire des engins tout-terrain avec le plus de réalisme possible. Nous vous proposons ce mois l'essai du Trailfinder 2, une maquette tout en métal de chez RC4WD qui permettra de vous initier facilement à cette discipline. Si le nom de Toyota n'apparaît pas sur la boîte, c'est pour des raisons de droit et de licence, car nous sommes bel et bien en présence d'une reproduction du Hilux 4e génération, célèbre pick-up de la marque japonaise. Le Trailfinder est conçu comme un vrai tout-terrain avec un châssis à longeron et un système de suspension à lame. Dès l'ouverture de la boîte, on est impressionné par la qualité et le réalisme des pièces, comme les ponts, la boîte de transfert et de vitesse qui sont déjà assemblés. Le montage, qui procure un grand plaisir, est très facile malgré une notice qui ressemble plus à celle d'un kit de meubles suédois qu'au standard japonais auquel nous sommes désormais habitués. Le vissage demande de la prudence car la visserie n'est pas d'une grande qualité et l'usage de freins-filets est obligatoire. Pour le montage des pneus sur les jantes, il faut de la patience et de la minutie. Les jantes sont constituées de 2 flancs qui doivent être bien alignés et vissés l'un contre l'autre. L'assemblage et la décoration de la carrosserie en plastique dur est la dernière étape, une étape qui s'apparente à celle d'un montage d'une maquette statique. Nous avons utilisé un moteur brushed de 45 tours sur notre modèle d'essai et nous l'avons couplé avec un variateur du même fabricant, une motorisation simple et économique. Le Trailfinder possède une transmission à 2 vitesses avec une grande différence entre les 2 rapports, ce que nous avons beaucoup apprécié sur le terrain. Nous avons moins aimé les cardans centraux en plastique. Dès que la transmission force sur un obstacle, ils ont tendance à sauter. C'est agaçant et nous ne pouvons que vous conseiller d'opter pour des modèles en métal. Ce modèle réduit est lourd, mais il rend son comportement très réaliste. La conduite du Trailfinder est très agréable et la machine surprend par ses capacités. On devient vite addict au pilotage de cette maquette et on ne se lasse pas de l'admirer. Le Trailfinder n'est pas officiellement distribué en France, mais vous pourrez le trouver directement sur le site internet du fabricant. Son prix est de 400 $, auquel il faudra rajouter les frais de transport et de douane. Cette voiture est une référence dans le domaine des scales et vous trouverez sur les forums dédiés de nombreuses réalisations qui vous donneront certainement plein d'idées pour monter votre propre 4x4. Ce numéro de RC One est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Nous parlerons de jet radiocommandé à l'occasion du meeting d'Argelès qui se déroulera les 11 et 12 mai prochains. N'oubliez pas de retrouver toute l'actualité de RC One sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Salut! RC One vous est présenté par Horizon Hobby, rcteam.fr, le magasin en ligne dédié à la voiture RC, et Mini Planes, le leader du modélisme en France.